Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on parle des tarifs. C'est le jour d'application des tarifs. On a aussi la Chine qui a annoncé plus 50%. Donc vraiment là, pour le coup, on est en mode guerre du commerce avec la Maison Blanche du côté de la Chine. On a l'Europe qui a annoncé 25%. Donc c'est des gros jours d'annonce aujourd'hui. Et si un sell de news devait se mettre en place le jour de la vente des tarifs, c'était plutôt un buy de news, puisque ça avait été vendeur depuis, donc voilà. En l'occurrence, on a quand même des nouvelles ici qui sont plutôt mitigées sur une continuation de cette guerre du commerce. On va parler de la structure aussi, bien évidemment, et puis on ira faire le truc habituel, c'est-à-dire analyse technique, analyse de sentiments sur Ethereum, Bitcoin, ainsi que le Total 3, et peut-être un petit développement sur Ethereum long terme, on verra si on a le temps. J'ai sûrement oublié quelque chose, mais on le trouvera pendant la vidéo. On y va pour l'intro. Alors, le Bitcoin en 4 heures, on va directement zoomer sur le 1 heure. Grosso modo, hier, on a dit... si jamais cette épaule tête épaule ici se met en place et qu'on s'affranchit du 4 heures qui était là, à ce moment-là, c'est plutôt bon. En l'occurrence, le 4 heures a rejeté. On avait en même temps une traîne de distribution plus le niveau 4 heures qui était quand même au rejet. Donc, c'était quand même notre scénario privilégié. Et voilà. Désormais, quand on regarde et qu'on zoome un petit peu plus sur la structure... d'une manière générale, l'idée c'est un peu la même qu'hier, c'est-à-dire on a une petite structure de retournement là, certes. Le niveau qui se crée ici est plutôt un niveau 15 minutes. Hier, l'UT était plus importante. Là, c'est plutôt un niveau 15 minutes slash 1 heure, même, je dirais, c'est peut-être un 1 heure plutôt. Voilà, oui, c'est un 1 heure. Donc attention à ne pas se faire rejeter par ce niveau, et c'est un petit peu le même délire qu'hier. Sous-entendu, si on casse ce niveau, c'est plutôt pas mal. Si on le perd, je le mettrai par ici, moi. Si on le perd et qu'il rejette, à ce moment-là, c'est pas génial, sachant que c'est pareil, surtout si on en glisse par le côté jusqu'à demain, par exemple demain 10h, c'est ça, on va plutôt venir perdre ce niveau par le bas. On va le libeller en 1 heure. Si vous comprenez rien à ce que je dis, n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo tous les liens. En fin de vidéo, la playlist avec 6-7 vidéos à regarder. Ça va vous prendre à peu près 1h30, 2 heures, mais ça va vous permettre de comprendre beaucoup plus vite la conceptualité de la price action, des niveaux, de toutes ces choses-là. Comment on articule aussi trading de liquidité avec trading chartiste, plutôt un chartisme directionnel. Le chartisme, vous avez aussi en description de la vidéo tous les bouquins que j'utilise pour identifier les figures et leurs probabilités. Et puis, dans les vidéos, il doit y avoir aussi des vidéos sur le système SMC, ICT, etc. Donc, n'hésitez pas. Trading de liquidité d'un côté, trading de structure de l'autre, le tout s'articulant par les niveaux avec leur temporalité, c'est-à-dire la price action, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Grosso modo, pour faire rapidement, vous avez aussi tous les liens en description de la vidéo, c'est très important. Les liens en description de la vidéo vous permettent tout simplement d'aller ouvrir, si vous en aviez l'intention, ne vous forcez pas, mais si vous en aviez l'intention, d'aller ouvrir bien sûr des comptes sur des plateformes qui sont affiliées. Toutes les affiliations de mon côté sont reversées à Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est-à-dire que la chaîne ne fait pas de bénéfices, la chaîne reverse la totalité de ses bénéfices à Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est très important, donc n'hésitez pas à le faire, montrer du soutien un petit peu à ce temps passé de mon côté de manière bénévole pour pouvoir vous partager toutes ces techniques de trading entre guillemets. La structure plus importante sur Bitcoin, on comprend bien, et ça fait déjà un moment que c'est le cas, que d'une certaine manière... comment expliquer ça? Il y a des tas de targets, si jamais on arrive à casser cette distribution bleue là, et que les choses se mettent un petit peu en place, il y a des tas de targets à la hausse. Je dirais notamment que ici on a un joli point pivot entre ce qui se passait là, d'accord, en termes de distribution, et qui a été cassé là, et sur lequel on est en train de faire du ski là actuellement, d'accord, vous le voyez ici, je l'ai tiré un petit peu plus pour montrer que c'est un petit peu le cas. Donc celle-ci résiste finalement, et puis celle-là finalement on ne veut pas non plus la réintégrer pour autant. Si on vient à casser ici 83, pour moi c'est un retour 98. Il y a une autre chose qu'on avait présentée en tout début, au moment où finalement on perd le support ici, qui est celui-ci, mais qu'on le perd pendant longtemps, c'est-à-dire après ça. Ici on reteste 96, si je me trompe pas, ouais c'était ça, 96, bon, légèrement en dessous. Bon, on avait dit que c'était le point de contrôle 96 et il rejette violemment.
Donc là, on se dit, ok, c'est finalement ce qui va se dessiner est un range entre 90 000 et 70 000. Donc, en soi, la question à poser ici, c'est si on arrive à poser une structure de retournement, elle va nécessairement casser cette petite traîne qui est très distributive ici. Elle peut nous emmener ici, mais admettons que là, pour le coup, on vient à casser le volume profile de tout ce qu'on a fait depuis globalement le 28 février ici, hein, là-dedans. Le petit volume profile, on va l'appeler comme ça. Le gros volume profile est à 96. Vous le voyez s'afficher ici, il est là. D'accord? Donc c'est les deux endroits desquels il faut s'affranchir. Mais à minima, regagner 83 pour moi, c'est aller à 96, ok? Donc c'est-à-dire retester ce range potentiel dans ça et voir aller dévier au-dessus, hein, vous le comprenez ici. À l'inverse, se faire rejeter à nouveau par cette trend et ne pas arriver à se faire refuser par 83, tout simplement. Ce qui est plus ou moins, hein, attention, ce qui s'est passé, pour le coup, pardon, ici. Mais je trouve que c'est faiblard ici, c'est faiblou, c'est pas ouf. J'aimerais bien qu'on revienne ici et qu'on valide, effectivement, peut-être, pourquoi pas, autour des 83, donc légèrement au-dessus de cette traîne, hein. Vous comprenez que cette traîne, on peut légèrement dévier au-dessus, c'est pas trop un problème. Et ben là, à ce moment-là, c'est retour 70. C'est globalement le point bas pour moi. S'il y en a un dans la zone des 70, il serait plutôt entre 67 et 73, quelque part dans cette vallée-là. Pourquoi ça? Bah parce qu'il y a beaucoup de volume profile en dessous. Alors c'est possible qu'on aille à 60, mais ça voudrait dire revenir faire un travail qui a déjà été fait. Et le prix aime bien aller dans les zones un peu dark du volume profile, hein. Je vous avais parlé déjà de pourquoi le nombre d'or fonctionne très bien en trading. C'est parce que c'est un nombre un peu comme pi, hein, vous voyez, un nombre... je sais plus dont le nombre de décimales, je sais plus comment, indivisible, non, je sais plus comment ça s'appelle, infini, non, dont le nombre de décimales après la virgule est infini, ce qui fait qu'il ne s'overlappe jamais. Un cercle, c'est ce qu'on appelle la quadrature du cercle, un cercle n'est jamais parfait, tout simplement, parce que c'est une suite de points qui ne se touchent jamais réellement, en fait. Mais dans un Fibonacci et un nombre d'or, vous avez ce côté aussi 3,14, 1,618, il y a ce petit côté aussi un peu infini dans l'histoire. Et en gros, si vous regardez par exemple la coquille de l'escargot, c'est un 1,618. Le nombre d'or est présent extrêmement de fois dans la nature, la manière dont un arbre se développe. Et pourquoi ça? Parce que tout simplement, quand un arbre sort ses branches, il se développe, eh bien, il va faire ses feuilles de manière à aller chercher le soleil de plus en plus. Donc la chlorophylle ici, c'est pour ça que le développement va se faire d'une manière qui est un petit peu infinie, pour que la deuxième rangée de feuilles ne vienne pas overlapper la suivante. Si on a un rapport qui est de 1 pour 2, au troisième tour, on overlappe. Alors que si on a un rapport qui est du nombre d'or, eh bien on ne s'overlappe jamais réellement, et du coup l'arbre, le colimaçon de l'escargot peut se faire y compris sur l'arbre, et lui-même peut aller chercher un maximum de chlorophylle. Tout cela est intrinsèque à toute forme de cellule dans l'univers, dont l'idée est tout simplement le développement et la survie. Certains y voient quelque chose de divin, d'autres y voient quelque chose de logique, c'est-à-dire si jamais je suis une cellule, je dois survivre, parce que si jamais il n'y a rien, il y a forcément quelque chose en face, hein. C'est un petit peu loin là, mais vous comprenez. Et ici, très souvent, on retrouve le nombre d'or dans des charts. Une chart, c'est quoi? C'est la théorie du chaos. Enfin, c'est des êtres humains s'organisent, hein, au travers de quelque chose, l'offre et la demande, mais c'est une science qui est totalement humaine, absolument pas précise et pratique. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'y mettre quelque chose de la morphopsychologie, moi j'appelle ça, c'est-à-dire voir des formes un petit peu, hein, dans cette espèce d'éruption volcanique du prix qui parfois, tout simplement, on a besoin d'y voir une certaine logique, et c'est normal parce qu'on a besoin d'aide à la décision. Et quand on regarde une charte, globalement, on ne fait que de l'aide à la décision, donc on ne s'aide que soi-même. Mais d'une certaine manière, le nombre d'or se retrouve assez souvent, excusez-moi pour cet aparté, tout simplement parce que le chiffre adore retourner dans des zones où il n'est pas allé. Donc dans une correction au chiffre d'or par rapport à une montée, assez souvent je vais venir overlapper des zones où finalement on était dans un volume profile sombre. Je vais venir construire des feuilles dans un endroit où il y avait un trou, d'accord ? Excusez-moi, je rigole de mes propres réflexions parce que des fois j'aime bien partir un petit peu loin. Ether BTC, c'est pas beau, hein, toujours pareil. Dans cette distribution très incisive, hein, toujours Ethereum, avec toujours ces incisions qui vont vers le bas. Ce qu'on veut voir sur Ethereum, je dirais que c'est qu'à un moment donné,
ça se larve un petit peu, c'est-à-dire que ça soit pas aussi agressif que ce que ça l'est là. Pour le moment, c'est pas vraiment ce qu'on a sous les yeux. Malheureusement, dès qu'il nous propose un petit support et ou quelque chose, et ben, vous voyez que derrière, ça vient reprendre le bas. Je dirais qu'Ethereum est beaucoup plus sensible à ce que nous dit S&P en ce moment, c'est-à-dire les tarifs et toutes ces choses-là, que ne peut l'être Bitcoin. Bon, dans le sens où peut-être que si jamais on rentrait dans un monde désormais isolationniste, quelque chose de centralisé, ça serait pas forcément extrêmement souhaitable, même si je pense que c'est pas du tout le cas, mais voilà, d'une certaine manière, ce qu'on peut quand même voir sur Ether, on peut aussi se poser la question, est-ce que Ether correspond au monde d'aujourd'hui? Est-ce que... d'une certaine manière, Ether, alors je dis pas qu'il faut capituler sur Ethereum, c'est pas du tout l'idée, mais moi je vois sur le long terme, on voit ici qu'il nous a fait un nouveau plus bas, et on voit ici que globalement, pour moi, on avait parlé de ce support daily ici, qui finalement trouve sa source là dedans, qui est un joli support, il n'y a pas de souci. Il faut le regagner maintenant, d'accord. Ici vous voyez qu'on a ouvert en dessous aujourd'hui. Donc je vous montrer le support rouge là. On a ouvert en dessous aujourd'hui. Si cette zone-là propose pas quelque chose, je dirais que c'est assez facilement 1315, d'accord, qui pourrait être le truc qu'il propose. Le support daily, il est là. Il faut pour moi y aller aujourd'hui, sinon c'est un peu foireux. On va prendre une charte un peu plus propre. Coinbase, ouais, c'est pas mal. Coinbase ici, on voit l'accélération de la distribution dont je vous parlais tout à l'heure. Et voire même sur la petite UT, là on est encore sur une réaccélération partielle. Maintenant, vous voyez qu'en général, quand on remonte, on essaye de au moins revenir retester la moins agressive des deux. Casser déjà d'une certaine manière cette première zone, cette première distribution sur Ether, celle-là, peut éventuellement nous dire qu'à minima, on se retourne pour aller là. Et si on casse celle-là, pour le coup, on peut à minima se dire qu'on va continuer jusque-là. Bien sûr, il y a aussi des zones de volume profile là-dedans. Attention aux 2000$ qui pourraient rejeter, puisque c'est un node de volume profile. C'est la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Bitcoin. Attention aux 2600$ et attention aux 3500$, qui sont les trois endroits. Alors, je les ai peut-être... Ici, j'ai pris vraiment que ce qui s'est passé dernièrement. Il pourrait être plus intéressant sur Ethereum de prendre ce qui s'est passé depuis 3-4 ans. Et où là, grosso modo, c'était 1974 qui aurait dû proposer quelque chose et ça n'est pas le cas, d'accord. Donc on est en train de travailler ici ce node de volume profile, celui des 1005 en gros, et si jamais on n'y va pas, pour le coup, je parle ici de tout ce qui se passe avant, c'est 1002, 1003, je vous ai montré ici 1330, et cette zone-là. Si jamais on perd ça, c'est 400$ sur Ether, d'accord. Parce que là, il n'y a personne non plus. Donc, il y a une grosse imbalance là, en fait. Ok, vous l'avez compris, ça. Ether, il y a des choses bien et des choses gênantes à plein d'égards. D'abord, la chose gênante, ça serait de venir faire une flat, 700$, mais je trouve qu'on rebondit un peu au milieu de rien. Alors, oui, il y a peut-être ce petit truc-là, mais c'est pas fou, quoi. Et pour moi, si on rentre dans cette zone, on pourrait potentiellement aller en bas, d'accord. C'est-à-dire 400. C'est pour ça que j'ai pris une chart Coinbase qui a beaucoup plus d'antériorité pour vous expliquer un petit peu la situation sur Ether. Donc, on ne regagne pas ici le support daily à 1005. C'est 1350. Si on perd 1350, il y a une target à 700$, mais malheureusement, ça ouvre aussi la porte aux 400. Ça, c'est plusieurs choses avec une belle déviation, un beau petit truc. Voilà, c'est sur 400$ que Ether a finalement été acheté ici. D'accord ? C'est la zone en 2020 où il y a eu beaucoup d'achats. Donc voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc, regular flat, c'est ça. Sur Ether, on va faire un peu d'héliotisme rapidement. Sur Ether, il y a deux grosses hypothèses. C'est que ça, c'était la correction, et que ça, c'est une 1, et ça, c'est une 2. Ok. Ça, c'est le décompte bullish. On a une 2 qui a bien enfoncé quand même. Et pour le coup, ce décompte-là aussi, qui est encore une fois, 1, 2, voudrait dire que la 2 va se terminer dans pas longtemps. Pourquoi ? Parce que si je vous mets un Fibo de là à de là, on est en zone de rechargement institutionnel, c'est-à-dire on est entre le 0,681 et le 0,786.
ce qui nous emmène dans une zone où théoriquement, si on la perd, c'est la merde, mais si on recharge fort et qu'on construit un range et ou qu'on rebondit dans cette zone-là, c'est bien, les institutionnels sont en train de recharger Ethereum. Il y a autre chose également, il y a un autre décompte qui est alternatif mais qui fonctionne aussi, c'est de dire Ether est donc dans une flat, la correction c'est celle-là, probabilité la plus fréquente, donc encore une fois 700 $, et troisième décompte moins fréquent, Ether est dans une flat running. Et là on est au 0,618 tout pile, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous en parle, parce que bah, je suis un peu toutes ces choses-là, mais globalement, si je prends ici donc début de correction bas et plus haut, qui va être là, quoique si on a une flat étendue, non, ça serait peut-être même plutôt ici. Le 0,108 était à 1514. Certains pourraient vouloir tirer en haut, ici, d'accord, auquel cas il était à 1427, c'est-à-dire ce qu'on a touché là actuellement, en disant, en fait, ça c'est la fin d'un bull run, on va dire, et ça c'était une vague 5. Personnellement, je trouve que c'est plus cohérent de dire que Ether nous a fait une flat étendue ici. Mais je peux... Enfin, tout est possible, hein, en gros. Quel est mon décompte privilégié là-dedans? Sincèrement, Bitcoin, pour moi, lui, étant donné qu'il a fait depuis des ATH, etc., sa correction, c'était ça, hein, si on le met en face de Ether. Donc j'ai du mal à me dire que Ether décorrèle totalement dans son UT. C'est possible, c'est-à-dire qu'on a quand même une très belle Bitcoin season en ce moment, donc il faut garder à un moment donné la possibilité d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y aura une golden season pour Bitcoin qui ne s'appliquera pas au reste de la crypto, mais personnellement j'y crois pas trop. Je pense qu'on va garder la cyclicité habituelle, c'est juste qu'on a des excès en ce moment sur la dominance Bitcoin. Mais voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi, vous pouvez penser autrement, et il n'y a pas de souci avec ça. Tout simplement parce que vous êtes quelqu'un d'autre, ok. Donc du coup voilà. Ici, flat étendu, on s'attendrait à quoi? Si jamais c'était donc une 1 et une 2. On part dans cette idée que la correction c'était ça, très sharp, en flat étendu, donc A, B, C, et en général on a 5 vagues à la descente comme ça, d'accord? Très sharp, très très sharp. Peut-être même une 5 tronquée, pourquoi pas, on s'en fout. Et derrière, là j'ai une 1, c'est larvé pour une 1, mais pourquoi pas, c'est une reprise, voilà. Hein. Ici je me foire un peu bien avant la TH, pas de souci. Et ici je fais ma B. De toute façon, il y a une forme de décorrélation avec Bitcoin. Hein. La décorrélation avec Bitcoin, vous la voyez là, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça, ok. Donc j'étais où? J'étais là. Donc ça pose toutes ces questions-là qui sont de dire, si c'est une flat étendue, est-ce que je suis dans les niveaux? Et la réponse est malheureusement c'est un peu large. Grosso modo, si je vous prends même par exemple la flat étendue d'avant, désolé ça prend un petit peu de temps, mais voilà, si je considère que ça c'est une étendue, hop, 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 pas du tout, raté. Profite pour nettoyer, hein, sinon après je raté aussi, c'est pas grave. Allez, on va le faire à la serpe, mais c'est pas très grave. Ici, vous avez quoi? Vous avez cette flat étendue qui touche son 200%. Sur... alors, il était mal mis au début, on doit être en dessous. Hop, voilà. Qui arrive quelque part entre son 1.618 et son 200%. Ok? Ici, vous le voyez, grosso modo, là, dans cette zone-là. C'est la zone logique, un petit peu, d'une flat étendue. Et... si on voit une flat étendue là aussi, pourquoi pas. À ce moment-là, toujours pareil, en zone logique, pour pouvoir appeler ça une flat étendue, hein, on devrait être quelque part entre le 1.618 et le 200%. Donc entre 1400 et 1000 $ sur une étendue. Il y a une petite confluence quand même entre le 0.618 de la flat précédente, la grosse, la running flat potentielle, et le 1.618, donc autour des 1409, 1430 $, vous l'aurez compris. Difficile quand même de dire ouais c'est ça, ouais c'est bon, nan, machin, ceci, cela. Ce qu'il faut c'est tout simplement que Ether nous montre une structure de retournement et ou la cassure à minima de cette trend la plus agressive. Ici, il faut bien comprendre également que si jamais 1, 2, 3, 4, 5, j'ai ce biseau, là vous avez un biseau en descente, qui
vient intervenir comme une grosse figure en descente dans une autre figure en élargissement qui est elle-même en descente, il devrait refuser Ether sur les 2008, et c'est moi le mouvement que j'essaye de prendre, quoi. C'est-à-dire 1 x 2, y compris dans une correction haussière, d'accord. Je dis 1008, bon, c'est peut-être légèrement en dessous, hein, d'accord, dans ces eaux-là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que très souvent, un biseau vient retrouver sa vague 2, un biseau, c'est ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, vient retrouver sa vague 2, et potentiellement, là, ça nous donne fin avril, d'accord, une multiplication par 2 en quelques semaines d'Ethereum. Est-ce que dans le contexte actuel, c'est possible et viable? Je dirais que s'il y a une annonce rapide au niveau des taux, si Powell nous dit, bon, bah, c'est la merde, prochainement, au prochain meeting, parce que Powell aime pas trop surprendre les marchés, il préfère que, à la fin de son meeting, le marché est déjà pricé ce qu'il va dire, et c'est aussi pour ça que les marchés aiment bien Powell, hein, d'une certaine manière. C'est aussi pour ça que c'est qu'il est très bon communicant par rapport à ces choses-là. S'il y a retour du QE plus fort et hausse de taux, du coup, Ether peut reperformer bien comme il faut. Vous comprenez ici que l'idée, c'est globalement de revenir faire un tour dans cette zone-là, qui elle-même, si je ne garde que la montée, donc on reste ici plus ou moins sur cette idée des short-term holders, on va dire même plutôt les moins d'1 an. Grosso modo, c'est un peu le volume profile de tout le bordel ici, d'accord? Tiens, on va l'afficher comme ça au moins. Imaginons post-bear market. Il doit y en avoir un autre en dessous, mais globalement. Ici, vous avez 1573, qui correspond à peu près au niveau actuel. Vous avez 1894, et excusez-moi, à 2007, c'était plutôt le volume profile de toute la descente, autant pour moi. Mais grosso modo, voilà, vous avez ici toutes les choses qui sont... On va retirer, on va se mettre par ici. Si ça veut bien calculer. Un peu au-dessus, mais vous voyez que sur la descente, on a un joli truc à 2633 et un peu au-dessus également. Donc voilà un peu l'idée. Assez peu finalement, vous le comprenez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le marché a globalement bien monté. Sur sa montée, je vais aller voir ce qui se passe avec ma fille, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, donc du coup, donc ce qu'on peut traduire de tout ça, c'est autant sur cette montée-là finalement, beaucoup de volume a été fait dans cette zone-là. Autant sur la descente, beaucoup de volume a été fait au-dessus, hein, sur cette zone-là. Donc ces gens-là sont sous l'eau, et ces gens-là sont en profit, mais ils pourraient soit abdiquer, auquel cas ça nous envoie ici, soit réitérer leur investissement, parce qu'ils ont pris des jolis profits sur la montée, qu'ils vont pouvoir réinjecter ici. Et à ce moment-là, c'est une continuation de Ethereum à la hausse. Grosso modo, c'est justement cette idée de soit c'est une 2, soit le marché nous donne une structure baissière, mais qui elle-même est une correction haussière. Hein. En tout cas, ça sera le scénario privilégié, puisque sur le fond, le gars qui me dit que Ether est en tendance baissière, je parle de tendance de fond, bien sûr, hein, en soi, non, d'accord, c'est pas vrai. Donc voilà la vision des choses un petit peu sur Ethereum. On pourra considérer que si jamais il perd même ce niveau-là, d'accord, étant donné qu'Ether n'a pas fait de plus haut là, même s'il perd ce niveau-là, je ne peux pas dire qu'Ether est en tendance baissière. Là, le seul moment où je peux éventuellement dire que Ether est en tendance baissière, c'est malheureusement autour des 95 $, ce qui sera très largement au-dessous des 400 dont je vous parlais également tout à l'heure. Donc voilà un petit peu sur Ethereum, je pense, le prisme de lecture qu'il convient d'adopter. Voilà, je trouve que c'est cohérent. Ici, jouer ça me paraît vraiment cohérent aussi. Maintenant, pour le moment, ça n'arrive pas. Il est en train de nous faire une belle parabole. C'est difficile de trouver. Encore une fois, pour moi, il y a quelque chose sur les 1005 ici. Et puis après, vous avez quelque chose à peu près par là. 1000 euros. J'ai 1000 euros, 1350 et 1500 euros. Et derrière, sinon, c'est 700. Voilà, j'ai pris un petit short dessus hier, mais difficile de shorter ça sur autre chose que
la simple utilité de venir chercher le bas. D'accord? En l'occurrence, ici, le short que j'ai pris hier, moi, il est déjà sorti, puisque ça a été pris... On est aux 15 minutes. Ça a été pris par là. Et ça a pris profit ici. D'accord? Depuis... Non, d'ailleurs, excusez-moi. Pas du tout. Si, c'est ça. Ça a été pris ici sur le 4 heures et ça a pris profit sous la structure. D'accord? Est-ce que ça, c'est correctif ou pas? C'est difficile à dire pour le moment parce que vous avez un peu les mêmes choses qui se dessinent que sur Bitcoin, à savoir des choses qui ressemblent un petit peu, pourquoi pas, à des figures de retournement en épaule, tête, épaule inversée ici. Si on s'affranchit de ça, pour Ether, c'est un retour à peu près sur le 4 heures précédent. Hein, c'est un retour par là. À la différence de Bitcoin, Ether n'est pas, sur trend, d'accord? Ici, 1602, voilà, pourquoi pas. Donc Ether n'est pas sur trend, c'est-à-dire que, vous le voyez ici, on est sur une énième accélération de la distribution, pour le moment. Hein. Donc oui, il est sur trend, autant pour moi, mais ce que je veux dire, il n'est pas sur celle-là. D'accord? Il a encore, à chaque fois que Ether nous donne ce genre de parabole où la trend de distribution s'accélère, bah bien sûr, ça nous donne la même parabole sur Ether contre Bitcoin. D'accord? Puisque Bitcoin n'a pas fait un nouveau plus bas, là où Ether est venu en faire un. On est bien d'accord. Donc autant Bitcoin, il est à peu près par ici, finalement. Autant Ether, il se retrouve là. D'accord? Donc voilà, difficile. Et encore une fois, ça reste des positions plutôt intraday, plutôt petites. Et en soi, parce que je pourrais la tenir, la position, hein, ici. Mais c'est-à-dire, j'aurais pu ne pas la couper. Juste la couper entièrement. J'aurais pu garder du runner ici qui vient chercher beaucoup plus bas sur Ethereum. C'est le côté runner, vous l'aurez compris, intrinsèquement, pour aller chercher de la grosse perf, j'entends, il est beaucoup plus intéressant quand vous le longuez, parce que la chart, elle a un zéro. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que la chart, et sur le fond d'une tendance haussière, c'est plus compliqué d'aller chercher du gros runner. Donc voilà, sur du short, je préfère vraiment ici, moi, pour le coup, jouer la petite UT, hein, c'est-à-dire ça, d'accord? Donc le propre de ce trade, c'était juste de jouer du 10 ou 15 minutes finalement. Si Ether continue à distribuer comme un ouf et qu'il ne met pas en place la petite ETE, la même que sur BTC, bah à ce moment-là, ce sera un plus bas et ce sera un joli point d'entrée pour réitérer exactement la même chose, d'accord? On peut faire ça ad vitam aeternam jusqu'à ce que ça marche plus. Mais l'idée, c'est que ça marche au moins 2 fois avant de foirer une fois, hein, d'accord? Hein, de faire à peu près 70% de win rate, c'est quand même un petit peu la base. Total 3, ici. Total 3, eh bien, pour le coup, c'est moins moche que Ether, enfin je trouve en tout cas dans son UT, parce qu'on est sur un petit range ici dans cette zone-là. Donc voilà, et qu'il est peut-être en train de nous donner un truc un petit peu bullish sous sa trend. On va la mettre ici. Il est sur trend aussi, donc attention. Il est sur un niveau également. Mais cette petite ici temporisation, je trouvais moins moche que ce qu'on pourrait dire précédemment. Donc s'il casse sa trend, il est descendu comment? Un petit peu en élargissement, hein, ça donne cette impression en tout cas. Ouais, c'est pas hyper propre, mais pourquoi pas. S'il arrive à péter, bah là pour le coup, c'est plutôt un retour aux 22% de dominance. Et là on est à 21%. Ce qui est relativement moche, en tout cas du coup ça paraîtra évident après, hein, mais ce range là, en bas, hein, entre guillemets, si jamais il retourne à 23, faut pas trop que ça ça reste dans du range, d'accord? Pour moi, c'est soit ça double bottom et ça casse, auquel cas c'était un range de réaccumulation, mais c'est pas censé du coup faire ça pendant des années. Si jamais c'est une distribution, à ce moment-là, c'est plus bas, d'accord? Et on en rentre par le haut de ce range, donc on est plutôt dans l'idée d'une correction pour aller plus bas. Ok, pour moi, hein, en tout cas. Mais voilà. Mais en tout cas, si on vient casser, c'est bien. Et en revanche aussi, vous comprenez ici que j'ai mon mouvement puissant vers le bas.
ici, d'accord. Ensuite, j'ai ça recoupe haussier A, B, C, ok. Donc soit c'est terminé, auquel cas je reviens désormais vers le haut et ça fait ce fameux range. Soit finalement, j'avais une forme j'ai une forme de début de correction. Ici, je vais venir faire mon retracement haussier et ensuite je dégage vers le bas également. Hein, typiquement une flat dans l'autre sens. C'est-à-dire si j'ai ça, on peut dire A, B, C et boum. Là, vous avez votre flat comme ça. D'accord? Donc voilà. C'est là qu'on doit casser pour moi. Si on retourne, c'est pas normal de retourner en bas parce que sinon on peut vraiment intégrer l'idée d'une flat et l'idée d'une continuation plus bas. Est-ce que ça va ranger pendant 2 ans? Je pense pas quoi. Normalement, on est quand même plutôt sur des choses un peu plus agressives que ça. Sur les altcoins, voilà pour le total 3. Pas beaucoup de choses à dire. Si ce n'est que on est sur support, d'accord, mais que c'est moche. Hein. Ici, on est même, vous voyez qu'on n'est même pas allé revisiter un peu la trend de distrib qui était là. Est-ce que c'est pas ce qu'on irait faire maintenant? D'accord. Mai 2025, 6 mai 2025, je dis pourquoi pas. Ça serait une temporalité intéressante que de revenir à cet endroit-là dans un mois. Sell in May and go away. Pas un sell en avril, d'accord. Mais voilà. Bon, ici, en tout cas, joli visuel élargissement. Grosso modo, vous verrez pas la stablecoin, l'altcoin dominance s'améliorer si Ether BTC ne s'améliore pas. D'accord. Donc, tout ce qu'on peut voir comme étant un signal d'altcoin dominance va dans le sens d'un Ether BTC qui se retourne. Et tout ce qu'on peut voir comme un Ether BTC qui va continuer vers le bas, va dans le sens d'une altcoin dominance qui ne se retourne pas. Donc c'est la difficulté un petit peu d'arriver à timer des choses. Et c'est ce qu'on montre aussi quand on essaye d'aller regarder un petit peu tout en même temps, c'est-à-dire surtout ces rapports de dominance. Ici, sur la dominance Bitcoin, j'ai pas l'impression que ça soit... Alors ça peut être une figure de top, mais si c'est une figure de top, elle est bien larvée, elle est bien corrective. Ça me semble peut-être plutôt l'idée d'essayer de continuer vers le haut. Sur l'USDT dominance, voilà, j'ai l'impression que tout est moche un peu, hein, quand même. On est passé dans une config où pas mal de choses sont vraiment moches. Là, ici, vous voyez, hop, joli retournement, une trend qui devient de plus en plus agressive sur l'accumulation de stablecoin, donc un marché qui passe risk-off, quasiment à 9% de stablecoin dominance, ce gros W ici qui s'est formé sur la stablecoin dominance. C'est malheureusement pas très joli. Qu'est-ce qu'on veut voir? Tout simplement un rejet, là, d'accord, ici, comme on l'avait fait en août 2024, et on est typiquement sur énormément d'alt on est typiquement en fait soit au retest de ça, c'est-à-dire tu as l'impression que c'est vraiment moche, mais en fait le mouvement dans l'autre sens derrière te donne une continuation baissière, hein, quelque chose comme ça. D'accord. Et ouf, un retournement en W qui t'emmène vers l'infini et au-delà, comme disait Buzz l'éclair. Voilà. Voilà un peu l'idée. Ici, c'est une expansion, c'est-à-dire que on fait certes, on fait un plus haut sur celle-là. Hein, vous voyez que j'avais noté ici qu'on casse la structure, effectivement. Mais on faisait aussi un plus bas là. Donc, c'est... Pour moi, je suis obligé de le voir comme une expansion de prix, hein, un petit peu comme un triangle contract. Un mégaphone expanse. Je sais pas si c'est un mot, expansé. Mais voilà, en soi, c'est difficile de dire. En fait, soit c'est un W qui est optimisé, c'est-à-dire il vient chercher son bas et il vient littéralement retourner la structure. Grosso modo, on va dire sur la stablecoin de dominance, un très bon premier signal que nous ne rentrons pas en bear market, puisque sur la stablecoin dominance, il faut comprendre que ça c'est un bull market, ça c'est un bear market, ça c'est un bull market, ça c'est un bear market, ça c'est un bull market,
ça, c'est un bear. À chaque fois que la stablecoin, si je vous mets le prix de BTC en face, vous avez ici l'alignement d'absolument tous les marchés haussiers et baissiers. On est sorti de ce canal pour des bonnes raisons. D'abord, c'est de la dominance, donc on ne pouvait pas aller à 100% de dominance, d'accord. Mais aussi, ce qu'on regarde dans ce canal, c'est finalement l'adoption des stablecoins. Donc c'est normal qu'on dessine peut-être potentiellement une courbe en S. Au bout d'un moment, je suis convaincu que les stablecoins prendront une grosse part dans notre vie. Parce que c'est un moyen très rapide et facile d'envoyer de l'argent. En tout cas, si jamais la crypto devient un moyen de paiement substantiel, et bien à ce moment-là, ce sera relativement évident que les stablecoins vont beaucoup plus haut. Voilà, dites-moi en commentaire pour vous, est-ce que c'est un retest du flag? C'est-à-dire que on a eu ceci. D'accord. Que j'avais déjà la target ici. 2% de stablecoin dominance, ce qui serait énorme, hein, surtout si le gâteau augmente en même temps. Est-ce que c'est un retest ou donc on va ici, ou alors est-ce qu'on va ici? Ok, c'est-à-dire que dans cette idée d'une courbe en S, on va désormais, on trouvera entre 15 et 5% pendant un certain temps. Il faut bien comprendre également, alors ce qu'on regarde dans les stablecoins aussi, hein, c'est que on peut très bien, alors ça serait un marché baissier bien sûr d'aller à 15, il n'y a pas de souci pendant un certain temps, mais on peut très bien derrière avoir typiquement ce qu'on avait avant, c'est-à-dire ici c'est un bear market, ça c'est un bull market, ça c'est un bear market, tout dépend de la taille du gâteau. Ici on regarde un pourcentage d'une taille d'un gâteau qu'on ne connaît pas. Ce qui m'emmène vers le total, ça va être une vidéo plutôt complète aujourd'hui. Donc tipping point dans pas mal de trucs hein, qui sont tipping point, sous-entendu un petit peu, voilà, la crêpe elle est en train de tourner en l'air, la question c'est est-ce qu'elle retombe dans la poêle ou est-ce qu'elle retombe sur le sol côté Nutella, hein, d'accord, et là en ce moment on est en train de la regarder tourner en l'air. Une image de merde, mais qu'est-ce que je voulais regarder? Le total, market cap total, ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé. Total, c'est un peu le même délire hein, en fait, c'est-à-dire qu'on va le regarder en weekly. Hein. Alors la visibilité qu'on avait, la vision qu'on avait sur le total, c'est grosso modo. Hop. J'ai des impulsions, correction, alors c'est plutôt une flat ici, hein. Impulsion, correction, impulsion, correction. Tout le monde voit ici un retournement. La question que je pense est en train d'être posée, le prix, c'est est-ce que je réintègre déjà cette zone? Parce que si je réintègre pas cette zone, vous comprenez que c'est une impulsion supplémentaire qui nous attend. D'accord? Voir une cassure quelconque de cette distribution-là nous emmène vers l'idée d'une impulsion supplémentaire. Voir une cassure franche de ce niveau-là nous emmène vers l'idée d'une correction plus importante. Généralement, pas une certitude, mais généralement, ce genre de niveau propose quelque chose en retracement, d'accord. Sous-entendu, ici, ce qu'on regarde, vous le voyez, c'est... le premier ATH, ici, c'était combien? 2 trillions 5. Là, actuellement, on est à 2 trillions 4. Voilà, on regarde ici une zone. Vous comprenez que sur le total, donc c'est toute la crypto, hein, stablecoin compris. Sur le total, on est globalement, hein, en ce moment, à la fois à la conjonction d'un potentiel niveau, parce que pour le moment, on ne sait pas si ça va être vraiment un support, hein, ce niveau-là. Et, désolé, la charte est un peu chargée, mais vous me connaissez maintenant, vous savez. Sur le total, on peut quand même se dire que... On va même tirer un peu plus large. Alors non, bon ok, on va prendre celle-ci. Et celle-ci comme étant un peu plus une accélération. Ok. On a une petite conjonction quand même entre un... Alors le niveau est potentiel, c'est-à-dire que en soi, le support ici sur la stablecoin de dominance est potentiel. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien se trouver là s'il y a inversion de polarité, d'accord, que quelque part un petit peu plus bas. Vous voyez que le truc qui semble quand même, c'est 2 trillions 2. 2 trillions 2 sur la crypto.
voudrait dire qu'on perd l'accélération du momentum qu'on avait eu là. Mais qu'on vient rebondir un peu entre les deux, voilà, sur un endroit. Est-ce qu'on a quelque chose sur la trend la moins agressive qui nous propose également quelque chose? Oui, c'est 2 trillions, c'est-à-dire moins 20% sur la totalité du marché. Vous voyez ici qu'on est à 2,43, moins 18 quoi. Et plutôt venir trouver support sous, même si on a fait toute cette correction là, sous le volume profile qui est là. Donc ici, la question qu'on se pose, c'est aussi, est-ce que j'ai mon ETE là, en correction, ou ta séance, c'est le même délire, donc c'est pareil, qui est au retest, et est-ce qu'on enfonce le retest jusqu'à venir chercher le bas de la once, ou pas? Je sais pas si vous voyez l'idée. Et si c'est pas le cas, et qu'on a un truc un peu plus en pente, et autre chose qui se dessine, bah pour le coup, vous devriez plutôt regarder la zone des 25 à 30 000 dollars sur Bitcoin. Et il n'y a pas de souci à le penser. Ceux qui sont capables de ne pas agir, de regarder le marché bouger pendant un an et qui se disent finalement ça y est, c'est Armageddon, il y a les tarifs, le monde va rentrer dans l'isolationnisme, etc. La crypto, entre guillemets, c'est plutôt un asset techno qui va être mis de côté. Bah, pourquoi pas aller chercher ces choses-là. Voilà, difficile aussi d'établir un support dans la mesure où on est passé très vite là-dedans, d'accord? Donc, c'est aussi possiblement, il y a peut-être encore un petit peu de downside, hein. Malheureusement, vous voyez que c'est ici la même chose que ce que je vous dis. On peut se reprendre ici, puisque là, pour le coup, sur la stablecoin dominance, on est à l'attaque de la vallée, hein, la grosse vallée. Hein. Là, ici, c'est une vallée. La question étant, est-ce qu'on vient chercher backside celle-ci? Est-ce qu'on vient chercher la totalité de la vallée backside? Auquel cas, vous voyez le très beau support monthly, qui en gros est là, hein, ici, à 2 trillions. Donc vous avez ici les 2 supports monthly également. Là, c'était plutôt une résistance monthly avant, ici. Mais je considère que c'est elle qui doit se transformer en support. Donc je la garde. Et le vrai, entre guillemets, support monthly, qui est grosso modo 20% plus bas sur la totalité de la crypto. Ok? Donc voilà, ça pose pas mal de questions, évidemment. Et comprenez ici qu'on parle de monthly. Donc, comment expliquer ça? Ça veut dire que, et on travaille en hard closing, ça veut dire qu'on peut très bien aller dévier dessous. L'essentiel est de ne pas le perdre en monthly. D'accord? Et c'est un petit peu le souci du monthly, c'est que, en soi, ça peut très bien m'amener dans la zone des 40 000. D'accord? Malheureusement, c'est comme ça que ça marche, mais on peut, en un mois, vous comprenez qu'on peut très bien faire 60 000 vers 40 000, 20 000 dollars sur un mois, ça s'est déjà vu. Voilà. Hein. Voilà pour le technique. On va rapidement faire le fonda. Alors, le fonda, grosso modo, il y a eu des ventes du côté de World Liberty, peut-être. Est-ce que les Trump seraient en train d'encaisser leur perte sur Ethereum? World Liberty 5, vous le voyez, point d'interrogation, a vendu un certain nombre d'Ethereum, à savoir 5471. Pour une somme de 8 millions de dollars. Est-ce que les Trump encaissent leur perte sur Ethereum? C'est visiblement, si c'est World Liberty, point d'interrogation, une adresse en tout cas qui interagit. Donc est-ce que c'est du Trump perso? Est-ce que c'est des collaborateurs de Trump, etc. On ne sait pas. En tout cas, quelqu'un qui est proche de la Maison Blanche est peut-être potentiellement en train de vendre ses Ethers. Ici on passe. L'Europe qui approuve 10-25% sur les trucs américains, les biens américains. Bon, j'avais pas dans l'intention nécessairement de m'acheter une Harley, même si je trouve ça de plus en plus cool avec l'âge hein, d'avoir une Harley. Et je bois pas de coca, donc j'en ai à peu près rien à cirer sur le fond. Maintenant, c'est pas une bonne nouvelle, bien évidemment, et on va dire que l'Europe prend plutôt le pas de la Chine, qui elle-même a augmenté ses tarifs aujourd'hui de 50%. C'est-à-dire qu'on est passé de 34 à 84% du côté chinois. On va voir qui plie en premier. C'est pas des droits qui vont s'appliquer réellement. On est plutôt sur chacun mesure son zizi. Maintenant, on va voir où ça va se terminer tout ça. Hein. Globalement, c'est pas des choses qui sont tenables, hein, vous l'aurez compris. Maintenant, si le monde revient dans une forme d'isolationnisme, ben, il va falloir que les Américains se remettent à produire des choses, mais à savoir aussi produire tout
tout, hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est tout à fait tenable, hein, dans le monde actuel. Je sais plus où j'ai vu hier, alors on n'a aucune certitude que c'est ce genre de choses qui serait le cas effectivement, mais grosso modo, un iPhone, s'il a jamais été fabriqué totalement aux États-Unis, alors ça ne veut rien dire, hein, parce que c'est impossible à calculer, mais coûterait 30 000 dollars aujourd'hui. Bien évidemment, tout cela aussi correspond à une inflation importée pour l'Europe, hein. L'iPhone, c'est un bien qui va faire l'aller-retour, hein, donc voilà. On n'a pas de Motorola, non? C'était quoi les marques Motorola, il me semble que c'était finlandais. Nokia va peut-être faire un petit retour sur le marché européen. On pourra jouer au serpent en Europe, nous, sur nos téléphones, ça va être plutôt cool. 326 millions de sorties sur les ETF hier et 3,3 millions sur Ethereum. J'en profite pour vous dire de jouer le jeu. Mettez un like, venez vous abonner sur le Twitter de la chaîne, éventuellement le Discord, les liens en affiliation, tout ce qui est bien sûr, j'oublie à chaque fois de le faire en début de vidéo, mais tout ce qui est bien sûr bluffing, etc., toutes ces choses-là. La Chine qui va monter ses tarifs jusqu'à 84% en ce qui concerne les biens américains. Alors, Trump avait dit, faites surtout pas ça. Est-ce qu'il va faire l'inverse, hein? Et vous le voyez ici, Powell qui est dans une situation un peu merdique. Le CPI, ça sera demain. Donc, ça va être, je pense, un CPI cool. Ça pourra nous donner peut-être un petit peu d'air. Il est encore trop tôt pour parler du découplage du BTC vis-à-vis des marchés actions. Je suis plutôt d'accord avec ça, hein, sur quand on regarde. Alors, il n'est pas encore trop tôt pour en parler. Par contre, il est trop tôt pour le confirmer. Mais en parler au début, c'est toujours mieux, hein. C'est toujours mieux de se dire, regarde, vous voyez ici, marrant, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Globalement, un Ripple à 13 $ et un Ethereum qui était écrasé. Alors, j'aime pas du tout Standard Chartered parce qu'ils annoncent le tout et son contraire, et c'est que des girouettes qui essayent juste de parler aux journalistes pour s'en mettre le plus possible plein les fouilles, mais Bradlinghouse, c'est vraiment le mec en costard, bien américain, qui, en gros, a fait une firme qui plaît aux banques, à la TradFi, à un petit peu tout le monde. Voilà, en tout cas dans l'esprit. Hein. Et puis vous avez en face Vitalik Buterin, qui adore les licornes, qui est canado-ukrainien, si je me trompe pas, ou peut-être russe, je sais pas. Donc pas américain totalement, je crois que la fondation Ethereum elle est à Genève, etc., toutes ces choses là. Voilà, est-ce que c'est pas le scénar finalement, celui d'un flipning? Bon, il y a quand même énormément d'effets de réseau, hein, sur Ether, qui ont fait pour moi le no-brainer de ce cycle. Maintenant, est-ce que c'est si compliqué que ça d'aller? On voit aujourd'hui que selon les annonces, hein, le pognon se balade très vite. Je fais un petit tour juste sur les chains, sur DeFi Llama. Et qu'en DeFi, Ether représente 51% de la totalité de ce qui se passe. Pour le coup, XRP n'est même pas dans le lot. Tron a peut-être un coup à jouer, hein, bien sûr. Tron qui est un peu l'enfant détesté d'Ethereum. Enfin, l'Ethereum killer qu'on déteste, mais qui finalement a vachement d'usage. Hein. Solana en 2, bien sûr. Binance, il y a des deals un peu, il y a des histoires qui se passent entre Trump et CZ. En tout cas, il y a eu des propositions. Voilà, Ripple, c'est un peu différent au sens où il y a le ledger qui est sorti et où tout va commencer à se mettre en place. Et que, Hyperliquid, 18e, hein, déjà, hein, c'est vraiment pas mal. Hein. Par rapport à la cap de Hyperliquid, il faudrait regarder, mais globalement intéressant. Bon bref, je faisais un tour là-dessus. Grosso modo, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'il faut avoir à côté d'Ethereum pour quand même être à peu près sûr de performer un minimum. Je sais plus où j'étais. Oui, et là, dans cette idée, trop tôt pour parler de découplage, oui, c'est trop tôt. Parce que si vous regardez plusieurs semaines glissantes, il n'y a pas de découplage réellement, d'accord? Si vous faites une moyenne,
Pour l'instant, ça découple pas. En tout cas, on a des signes encourageants que ça pourrait être éventuellement le cas, y compris finalement sur la journée d'hier, hein, puisque on jettera un petit coup d'œil sur le S&P tout à l'heure, mais il y a eu quand même des petits changements. Ici, Binance qui va lancer un truc, on s'en fout un peu. Ici, Bitcoin, nanana, Dispatch Channel, Readiness for Talk. Bon, bah là, ils sont plus trop ready pour talker parce que ils viennent juste de balancer un gros 50% sur la table. Ether qui perd 326 millions. C'est pas Ether, c'est Bitcoin sur son ETF. On l'a dit. Et ici, la Chine qui augmente ses tarifs. On l'a dit. L'Union européenne qui approuve une première réponse à entre 10 et 25%. Et la Chine, on en a parlé également. On va directement sur les liquidations, où on a 437 millions, j'en ai plutôt péchu encore une fois, 286 en long, 150 en short sur Bitcoin, un rapport de 2 pour 1 entre ce qui a été liquidé long et ce qui a été liquidé short. Et sur Ethereum, même chose, Ether plus BTC égale plus de la moitié, assez peu d'intérêt pour les alts sur la journée d'hier. Le carnet d'ordre, on a touché des ordres à l'achat sur cette petite descente, enfin retour entre guillemets au plus bas précédent. Il y a un equal low là quand même, ce qui signale un changement de direction. Maintenant pour le moment, on n'est pas en train de non plus partir trop haut et il y a encore des ordres qui se manifestent autour des 75 dorénavant. Les marchés en levier, eh bien, on va passer celui-là en trétillé puisqu'on a, vous comprenez ici qu'en retournant sur place, on en a absorbé une partie, hein, même si on passe pas sous le niveau réellement. Et puis, celui-là a été pris. On n'est pas revenu toucher le top. Étonnant, parce que pour moi, il y avait quand même un petit peu de monde. Derrière, j'ai un prix qui descend. Un funding qui augmente, au moins jusque-là. Donc, on repasse celui-là en normal, puisqu'il y a du monde, hein, en fait, finalement, sur toute cette descente. Il y a du long qui a essayé de rentrer. C'est plus de la prise de profit de short. On le voit ici, parce qu'il y a du contrat qui est clôturé. Et en même temps, le funding augmente. Mais ça reste cohérent, parce que ça veut dire qu'ici, il y en a moins qu'avant. D'accord ? Et puis à l'inverse, après, ça se remet un petit peu ensemble, c'est-à-dire que prix qui monte, open interest qui monte et funding qui monte. On reste là-dessus. On garde ces deux niveaux de price action. Excusez-moi, je mets en pause. Donc voilà, attention, hein, c'est ce qu'on en a parlé hier aussi, mais globalement, cette espèce de côté un peu couteau qui tombe, notamment jusque-là, et également c'était le cas ici. Alors on a eu du short quand même là au-dessus, mais ici sur la fin et ici depuis finalement le 8 avril, donc hier, on a ce côté couteau qui tombe et bah, du coup comme on est trop longué, le prix va chercher les contrats, hein, il va les prendre en liquidation et puis derrière il fait son travail, hein, tout simplement. iBlock, eh bien, hier, il y avait un petit début d'encouragement sur la liquidité. On avait la structure qui nous disait quelque chose et la liquidité qui nous disait autre chose. Grosso modo, on a gardé quand même ce truc à prendre autour des 81 000 $ et on est descendu, certes. On est venu bouffer un petit peu plus bas. Mais on a mis un petit peu de liquidité intermédiaire pour refaire le lien à nouveau vers 87. Malheureusement, 80 000 à rejeter, hein, vous l'aurez compris une première fois. Donc qu'est-ce qu'on veut ? On veut que 80 000 soit pris rapidement pour aller rechercher 88. Cette idée d'un range 82-88 qui pourrait nous sortir de ce concept d'aller inscrire le prix dans une dimension assez longue dans le temps sur un range plutôt entre 70 et 90, endroit dans lequel il manque du volume profile. Okay, donc c'est vraiment cette notion et qui est quand même à 10 000 $ près, ce qui est quand même très important, qui va poser question. Ici, attention sur Ether, il semblerait qu'on soit pas mal longué sur la montée et il y a un petit niveau à prendre autour des 1542 $ en short dorénavant. La question est vers où je vais en premier. C'est Bitcoin qui nous donnera la direction. Il y a un petit cluster à 1600 et un énorme cluster à 1865. Est-ce que Ether est en funding négatif très fort ? Non, il est toujours en zone neutre. Donc ces shorts-là ont tendance à venir prendre leur profit. D'accord ? Donc malheureusement, ça en enlève un petit bout. Hein. À chaque fois, même si on descend très fort en prix, théoriquement, on devrait faire des incursions dans un funding très fortement négatif. Et là, c'est pas le cas. On a un couteau qui tombe et qui est essayé d'être rattrapé par la majorité des gens. Donc attention à pas trop s'exposer sur la taille de position parce que c'est pas des signaux de bottom ultime, même s'il pourrait arriver là. D'accord ?
Donc voilà pour une semaine sur Ether. Bon, globalement, on a quand même une semaine qui est bien nettoyée. Il reste toujours un petit truc avant qu'on reparte sur une semaine vers le haut. On est malheureusement, c'est compliqué de. Par contre, on aime bien quand ça vient taper la liquidité et que ça repart fort. Là, vous comprenez que le fait qu'on larve, malheureusement, vous le voyez ici, on crée une poche de liquidité de 73 à 74 qui ne peut pas enlever l'éventualité d'un plus bas. Voilà pour ce travail. On a beaucoup bossé aujourd'hui, finalement, Ethereum long terme. On a beaucoup bossé les diverses dominances. Et on a beaucoup évoqué des choses sur les tarifs, etc. J'ajouterai quand même un petit tour sur le S&P parce que ça mange pas de pain. En weekly, bougie d'indécision, très forte vers le bas, très forte vers le haut, et pour le moment on est au milieu, en tout cas sur les futurs. En ce qui concerne la journée d'hier, qu'est-ce qui s'est passé finalement? On va passer 4 heures ici pour bien montrer. Qu'est-ce qui s'est passé finalement hier? Non, on va passer des listes, pas grave. Grosso modo, j'avais ouvert en gap. Ici. J'ai d'abord descendu, ensuite je suis remonté, pardon c'est la journée d'avant-hier ça. Ensuite j'ai clôturé là, et j'avais ouvert en gap. J'ai clôturé ce gap, et ensuite je suis venu baisser. On va le montrer sur de la plus petite UT, parce que c'est pas forcément très intuitif comme ça, en vous montrant la bougie. Voilà. Hier, on a ouvert en gap baissier, c'est-à-dire enfin un gap à combler vers le bas. Le prix est monté légèrement, il est venu chercher son gap, trouver support ici sur cette zone-là. Et puis, désormais, on ne sait pas trop où il va aller. Il nous reste 2 gaps à fermer, un là et un là. Si jamais on vient fermer ces 2 gaps, sans que ça soit des gaps de rupture, c'est-à-dire qu'on ne vient pas les fermer l'année prochaine, à ce moment-là, on aurait un joli recoupement haussier sur le S&P qui pourrait nous emmener sur la zone des 5007 à nouveau, qui était le gap précédent. Est-ce qu'il y a une cohérence à faire ça dans la structure ? Excusez-moi, je préfère nettoyer avant, parce que sinon après je me retrouve avec des charts vraiment pourris. Est-ce qu'il y a une forme de cohérence à le faire dans la structure? Absolument. C'est-à-dire que si je vous montre ne serait-ce que cette trend de liquidation, en tout cas au moins prendre celui-là pourrait déclencher une forme de cohérence. Maintenant on est quand même sur une journée aujourd'hui. Alors pour le moment les futurs ne sont pas non plus en train de se faire déboîter vers le bas. Il est 17h37. Déjà, tiens d'ailleurs. Tiens, on va regarder aujourd'hui du coup. Aujourd'hui, il n'y a pas de gap du coup. Si, on ouvre ici. Non, aujourd'hui, on a peu de gap. Petite cassure de trend ici, c'est pas moche. Et grosso modo aussi, alors c'est une journée qui normalement aurait pu se transformer en sell de news parce que c'est la mise en place des tarifs. Donc c'était plutôt un buy de news en l'occurrence. Ici, ça avait vendu fort sur la rumeur que les tarifs allaient se faire. Ensuite, on annonce quel tarif, etc., etc. Bon, bref, c'est baissier. Jusqu'au jour où finalement ils se mettent en place, tout le monde s'attend à ce que ça baisse puisque c'est le jour où tout se met en place. Et finalement, ce jour-là, on fait le recoupement aussi. Malheureusement, vous avez ces 2 nouvelles qui sont Europe 10 à 25% de droits de douane sur tout ce qui se passe aux US et Chine 84% en tout, donc 50% additionnés aux 34% précédents, qui sont pas nécessairement des très bonnes infos, d'accord. Donc on rajoute sur une journée qui théoriquement devrait être un peu libératrice sur le prix, on rajoute de la sale news quand même. À voir comment le marché va le prendre et à voir comment Trump va prendre ces histoires-là, d'accord. Parce que si lui dit « Ah ok, vous voulez faire 10% l'Europe, nous on va vous faire 50%. Vous comprenez ici que ça peut aller loin en termes de négociation et encore une fois, on est plutôt sur le concept que tout le monde se mesure le zizi, mais attention parce que en termes de taille de zizi, en général, celui des Américains est plus gros. D'accord.
Quand on parle de finance, hein, en tout cas. Mais voilà. Euh, Est-ce que pour autant, si vous me demandez mon avis, il faut capituler du côté européen? Non, pour moi, il faut leur dire d'aller se faire foutre. Et c'est pas grave, on va se bouffer les couilles pendant un certain temps de leur avoir dit d'aller se faire foutre. Mais moi, à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de retrouver notre souveraineté et qu'on arrête de nous enfler en permanence. Je préfère réellement qu'on se totalement au niveau culturel, on oublie Hollywood, le Coca-Cola, encore une fois, les Nike et toutes ces merdes. Et je dis ça, ah non, Adidas, c'est peut-être européen. Adolf Dassler, c'est très bien sûr cette race d'Européen. Adolf Dassler. Euh, Pas forcément fait en Europe, hein, mais je sais pas qui, il faudra regarder d'ailleurs qui est actionnaire principal de Adidas maintenant qu'on l'a racheté à tapis à prix d'or. Nous, avec nos impôts. Euh, Cela dit, RIP Bernard, parce que quand même un grand businessman aussi, hein, capable de quand même d'entuber un paquet de monde tout en leur souriant et en étant présenté comme un homme de gauche, ce qui était quand même... Je sais pas si vous avez vu le biopic d'ailleurs, mais globalement quand même un mec avec une sacrée... cette sacrée en tout cas idée de la réussite et de sa propre réussite. Alors, grosso modo, je regarde le S&P ici, je me dis où est-ce qu'on en est. Si je regarde par rapport à octobre 2022, donc comment on est monté, hein, on est monté sur une forme de un peu canal, voilà, ça s'est fait d'abord doucement, et puis ensuite on a accéléré. Traîne ici doucement, et ensuite on a accéléré, d'accord. Et on a perdu l'accélération. Est-ce qu'on est au contact du doucement, hein, première chose. Je crois que oui. Ce qui ne veut pas dire que c'est là qu'on rebondit, mais... Pardon, mal foutu. On est en dessous, hein, visiblement. Ah, voilà. On est en dessous, on a perdu celle-ci aussi. Vous le voyez, alors, oui, elle est perdue. Également, et ça c'est important, enfin c'est important, c'est quelque chose qui peut être une info. Quand je prends toute la descente qu'on a faite là, on va se mettre par là. Vous voyez que je l'avais noté ici, alors c'est un tout petit peu en dessous. On est autour du premier arrêt. Premier arrêt, ça veut dire... au premier arrêt, on considère, au niveau institutionnel, que le prix vient poser la question à sa tendance haussière. C'est-à-dire que le 0,382 est un endroit où, si jamais on le perd, à ce moment-là, on est dans un concept déjà un petit peu plus de beaucoup moins bullish. On est sur support, hein, là je vous l'avais déjà montré, ce petit support. Premier arrêt aussi. Donc grosso modo, ça nous dit quoi? Ça nous dit petit gap au-dessus. Très libératoire au niveau de la trend, donc potentiel retest, pourquoi pas, de ce qu'on a eu. Attention à ce type de scénario, alors là ça c'est août 2024, ouais. À ce type de scénario qui nous dit je descends, comme ça, retracement haussier qui vient fermer un des gaps, hein, vous voyez ici que... et pour le coup, capitulation plus importante, ok, donc accélération de la trend, attention à ça, et puis là, vous voyez que finalement, on vient fermer le gap, mais beaucoup plus tard, alors, tout en laissant celui-là que finalement, on vient chercher. Donc voilà, attention à ça, parce que là, finalement, si vous le voyez, on serait dans une time frame plus importante, sur quelque chose de très agressif, qui en fait viendrait faussement fermer les deux gaps et casser, et en fait, derrière, viendrait nous donner une capitulation plus importante. Donc attention à ça, c'est possible aussi. Voilà sur S&P, ma vision des choses, qui est de dire, bon, on peut imaginer que S&P va à 3007 ou sur un support plus diminutif, on va dire même. Je vous avais montré hein, ici le S&P est depuis la nuit des temps, depuis 2008. Ce qui en finance c'est la nuit des temps. Et dans ce canal haussier, en général, ce qu'on fait sur S&P, c'est que quand on corrige fortement, on vient sur le bas de canal. Ici, c'était 2008 et ici, c'était le Covid. Déjà, venons sur la rouge, et je demande à voir, hein, parce que, voilà, pour moi, c'est pas non plus, entre guillemets, la news du siècle. En tout cas, il n'y a pas les indicateurs récession qu'on peut avoir.
Et surtout, je demande à voir la mise en place. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on va aller à ces tarifs-là? Parce que ça paraît tellement peu probable que ce soit les tarifs à la fin, euh, que... Enfin, peu probable. Disons que ça serait suicidaire pour un peu tout le monde. Ce qui est peut-être, hein, il y a peut-être une volonté de suicide, hein, c'est pas la question. Mais voilà. Grosso modo, voilà un peu l'idée. Également, bien comprendre que on va parler d'Armageddon, hein, puisque on en a pas encore vraiment parlé jusque-là. Armageddon, voilà, pour moi, c'est là. 2005, ok. Donc un moins 50% à partir de maintenant sur la totalité du marché action. C'est-à-dire que vous avez fait une ici, 1, 2, 3, 4, 5, admettons, hein, voilà. Et là, vous rentrez dans une 2, qui pour le coup, voilà. Moi, je pense pas que c'est le cas, parce que je pense que s'il y a récession, elle sera décalée à plus tard. Et au contraire, je pense qu'on est potentiellement, et vous le voyez ici, ben, on l'avait mis, voilà, l'endroit où c'est intéressant de manière générationnelle d'acheter du S&P, c'est sous 2005 finalement. D'accord. En tout cas, nous, plutôt bien senti, parce qu'on a pris des profits hein, sur le top ici, légèrement avant en tout cas. On en avait parlé sur la chaîne. Globalement, on a pris des profits sur tout ce qu'on avait dans le S&P à peu près dans cette vague-là, et légèrement avant, hein, plutôt sur les zones des 5000. 5000, on y est. Donc pour l'instant, bah, si ça repart vers le haut, c'était pas nécessairement un bon move. Mais voilà, de 5000 à 6000, on a pris les profits. On verra encore une fois vers où ça va. En tout cas, ici, voilà, nous ce qu'on avait montré, c'était ce support-là. Mais on le voyait plutôt partir à ce support-là une fois qu'on aurait refait une touche ici en haut. À 7618, qui était notre endroit de vente quasi total hein, sur S&P. On n'y est pas allé. Est-ce que c'est un endroit générationnel pour racheter? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Hein. Est-ce que les profits qui ont été pris, il faut les rentrer maintenant? Ouais, pour moi c'était des choses qui avaient été globalement achetées à peu près par ici. Hein. Pour moi, non, quoi. Voilà, c'est trop tôt. Mais voilà. Mais Armageddon, c'est ça, hein, typiquement, de là à de là. Ça, c'est méga Armageddon. Et je pense que c'est impossible, littéralement. Mais grosso modo, vous voyez que c'est large, hein. Mais voilà toute la zone. De 2005 à 600 dollars, c'est une zone hyper intéressante. D'accord. Et grosso modo également, mon premier arrêt ici est intéressant, mais il y a un truc qui est hyper intéressant éventuellement, c'est le 0,5 à 0,78, c'est-à-dire entre 2000 et 1005. Est-ce qu'on est capable Vous comprenez que ça, c'est la crise de 2000, moins 50%. Ça, c'est la crise de 2008. Vous comprenez aussi que... Donc ça a l'air tout petit, hein, par rapport à tout le reste, d'accord. Vous comprenez aussi que si ça part de maintenant, donc on perd le premier arrêt et on va plus bas. Si ça part du top, hein. C'est un moins 60. Donc, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc, moins 50, moins 50. Ici, on avait dit... Désolé, hein, c'est un petit peu long. Voilà, globalement, ils ont fait moins 50 à chaque fois. Hein. Légèrement plus en 2008. Donc, moins 60, on est bien entendu à des endroits qui se rapprochent de la crise de 29. Hein. Ici, moins 57 en 2008. D'accord. 2000, 2008, 2019 pour une petite correction, 2024 pour le crash ultime. J'y crois pas trop. Personnellement, je vois plus dans la temporalité. Pour moi, hein, c'est mon avis, encore une fois, plutôt un S&P qui serait entre 7 et 10 000. Hein, c'était même la zone globalement. C'est-à-dire là. Le début de la vente était à 7005 et le reste. Alors, je peux tout à fait me planter. Hop, ici. Et derrière, voilà une correction qui revient sur les niveaux typiquement Covid. Ok.
Typiquement Covid et 2018. Ensuite, ça, c'était le scénario de base. Pour plein de raisons que je ne vais pas ici forcément Hop, comme ça. Que je vais pas forcément expliquer ici, mais grosso modo, ne serait-ce que si je fais ça, et on est en log, hein, là vous le comprenez, ça donnerait plutôt 16, ok. Maintenant, donc, c'est simplement de dire qu'est-ce que j'ai eu de manière séculaire, on va dire ça comme ça. Hein. Bon, là, on revient jusqu'en 1972. Mais grosso modo, qu'est-ce que j'ai eu de manière séculaire Eh bien, cette idée. Et vous voyez, alors, c'est pas non plus une science forcément exacte, mais ici, ça s'aligne pas mal, pardon. Tous les creux. Ah Tous les creux qui sont là, d'accord. Ici, ici. Et, oh surprise, ici, s'alignent tous parfaitement. D'accord. Tous les sommets, enfin, disons plutôt quelques sommets. Désolé. Les deux sommets, pardon, autant pour moi. Plus... Là, pour moi, on en est loin. Il aurait fallu aller à 7005, encore une fois. Les deux sommets s'alignent. Si je cherche une forme de temporalité de ma target de 7005 et les sommets, grosso modo, on y est en mai. Le mois prochain. Relativement impossible, vous l'aurez compris. Si on est dans la zone ici, c'est entre maintenant et 2030, d'accord, si j'élargis la zone jusqu'à 10 000. C'est-à-dire, vous le comprenez ici, l'idée c'est de faire un top qui vienne toucher la ligne des trois sommets pour derrière donner une impulsion correctrice beaucoup plus importante. On n'est pas loin là, hein, quand même, hein, d'accord. Entre 6000 et 7000, on regarde une trend depuis 1970, d'accord. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible qu'on soit dans le Great Reset. Le Great Reset, vous comprenez que si l'idée c'est, voilà, on rentre littéralement sur le scénario Armageddon où, d'une certaine manière, soit on vient à un minima bas de canal, c'est-à-dire ici 2009, si on vient là, dans pas longtemps, soit on vient littéralement perdre le canal pendant un petit moment pour ensuite repartir, d'accord. Bon, voilà, c'est vraiment les visions très long terme sur S&P. C'est-à-dire que celui qui aurait... Excusez-moi, hein, je vais faire une petite blague, mais... Tracé cette droite en 1931, donc sur la crise des années 30, puisque là, il faut comprendre que c'est rigolo, on a la data, donc... moins 84%. 3C7 droite en 1931, l'aurait étiré jusqu'à 99-2000. Aurait aligné déjà ces deux points entre 1932 et 1942 pour en faire cette idée qu'en 74 c'était l'endroit où rebondissaient les deux chocs pétroliers, hein, 93 et 83 et 88, pardon. Et puis que derrière c'était là où on allait trouver pendant la crise de 2008 un rebond. Donc faire all-in là, il fallait quand même avoir les balls, j'ai envie de dire vraiment. Est-ce qu'il faudrait avoir les balls finalement de faire all-in dès qu'on touchera, si c'est demain matin, les 2000, et si ça se fait beaucoup plus tard, les octobre 2028 ici, admettons, les 2005. Voilà, pour moi, l'idée principale, vous avez eu un choc en 29, il y aura un choc 100 ans plus tard en 2030, parce qu'il y a une cyclicité, c'est comme ça, qui fait à peu près une centaine d'années. Est-ce qu'il peut arriver maintenant, c'est-à-dire en 2025 ? Bien sûr, on n'est pas à 5 ans près, d'accord, tout à fait, aucun problème. Venir ici, sur cette zone-là, et retoucher déjà le bottom, 2005, hein, il faut comprendre que c'est déjà une très belle correction, surtout si, en plus, on venait à la faire depuis
pardon, la zone justement dont on a parlé, c'est-à-dire quelque part dans ces eaux-là. C'est une nouvelle crise de 29 à nouveau, d'accord. C'est ce qu'on appelait, le grand reset, il est là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, donc voilà. Donc pour moi, on serait plutôt dans l'idée que là, cette correction-là, bon, elle peut nous emmener à 4000, globalement dans la zone qui est là, ou s'arrêter sur le premier arrêt. Je pense que c'est plus ce qui va se mettre en place. Que derrière, on va continuer à larver cette montée dans ce canal-là, et que, attention à la touchette d'avec la grande ligne du dessus ici, parce qu'on serait dans une temporalité parfaite, et on n'est pas loin d'y être, hein, attention, hein, mais temporalité parfaite pour correction relativement massive. Je vais juste mettre celle-ci, du coup, on va bien s'en rappeler. En 4 pixels, et l'appeler 3, 5. Voilà, ce qu'on regarde aussi, hein, là, il faut bien le comprendre, c'est le débasement global de l'argent, d'une manière générale. D'accord. Donc voilà, ce que vous perdez en inflation et en pouvoir d'achat, entre guillemets, les gens qui sont les plus initiés arrivent à le transporter dans le temps grâce à l'investissement, à savoir les actions. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous formalisez pas trop sur ces analyses long terme. C'est plus, entre guillemets, du partage, des choses que je fais aussi, voilà, pour moi-même, que autre chose. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des vues dans toutes les UT. Et il existe une UT depuis 1934. Et Dieu merci, on a les outils pour pouvoir commencer à aller regarder ces choses-là. Donc voilà, je trouve que c'est super intéressant. En tout cas, pour moi, le back to action, mais genre en no-brain, c'est entre 2005 hein, globalement et 1500 $. Où là, c'est juste la valeur de ce que vous avez par rapport à ce que vous payez, bah, c'est un no-brainer. Donc voilà. Et je pense que la puissance de Buffett et de tous ces gens-là, c'est qu'ils sont capables d'attendre jusqu'en 2028 que ce crash ait lieu effectivement, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il va arriver. Personnellement, moi, je le table plus sur 2026-2027 et je table plus sur une belle performance en attendant. Maintenant, est-ce que les tarifs, je trouve que c'est un peu trop facile. Voilà, en général, un signe noir, en général, on a une euphorie avant, et là, j'ai pas eu l'impression de sentir une euphorie, quelle qu'elle soit, pendant. Alors, c'est possible qu'il n'y en ait pas, hein, mais que ça soit sur le Bitcoin, que ça soit sur le marché action même, j'ai l'impression que tout le monde était plutôt en train de regarder le marché monter malgré eux, en disant putain c'est vachement haut, Nvidia quand même, etc. Peut-être cette volonté ici de distribuer un petit peu, ça fait du bien, ça dégonfle un petit peu les choses, etc. Mais voilà, voilà. Et encore une fois, pour retomber sur S&P, puisque c'est l'idée, on n'est même pas dans la config encore, et vous comprenez que si S&P va sur cette droite rouge ici, c'est une config normale, c'est-à-dire que c'est les corrections genre semblables à celle de août dernier, hein, ouais, août 2024, on devait être par ici, octobre, novembre, ouais, ça. Semblable à celle de août 2024, où ça fait mal, mais on est encore dans les corrections où ça fait très mal, c'est plus Covid, etc., ici et 2008 typiquement. Dorénavant, si un jour on a... En fait, ici c'est la Fed qui vient en 2008 sauver un peu l'histoire, et ici c'est la Fed en 2020 qui vient sauver un peu l'histoire. À chaque fois, y compris en octobre dernier, il y avait aussi eu mars 2022, où on avait eu la crise bancaire avec Silicon Valley, etc., et toutes ces choses-là, qui étaient finalement... En fait, une faillite d'un gros truc reste le signe de la fin d'un mouvement, d'accord
voilà, faillite de Lehman et compagnie. Oui, c'est plus ça qui se passe quand Lehman dégage, mais derrière, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, voilà. En gros, dans chaque énorme crise, il y a un gros qui fait faillite et c'est normal. Euh, donc, si on vient chercher la ligne rouge du milieu ici, c'est un peu un non-événement. C'est genre, admettons, les tarifs sont, comme je le pense, juste une négo et derrière, en fait, finalement, c'est déjà arrangé un peu hein, l'histoire, mais c'est pour pas perdre la face que on fait quelque chose. Euh, Ça, c'est une première chose. Deuxième chose également, en général, le marché vous prévient pas avant de toper et de baisser. Alors là, sur les tarifs, c'était quand même une surprise pour un paquet de monde qu'il ait annoncé des trucs aussi aberrants. Mais voilà. Et troisième chose, en général, encore une fois, la Fed vient ici, la Fed vient ici. Donc même si on vient ici, 4000, hein, en gros, de ne pas aller à 2005, mais plutôt d'aller à 4000, je pense que ça nous emmènera vers un rebond ici. D'accord. Quoi qu'il arrive, notre target des 7000, on ira. Avant, je pense, d'aller à 2005. Non, c'est pas... Non, non. En fait, ce scénario ici, d'aller à 2005 et moins, hein, donc d'aller dans cette zone-là, d'accord euh, c'est l'effondrement de la dette américaine plus qu'autre chose, d'accord. Alors, c'est possible, du coup, c'est possible qu'on soit sur le début de ça, hein, et que ça fasse une longue descente comme ça. Maintenant, généralement, les marchés, ils vous prennent plutôt de court que de vous prévenir. Là, je trouve que ça prévient un peu trop. Maintenant, attention, hein, ça vend très fort, il n'y a aucun problème avec ça. Je veux dire, quand je dis ça prévient un peu trop, c'est très mal dit. Parce que ça vend très fort, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà. Voilà un peu l'idée, globalement. À savoir, on se tient ou pas sur le premier arrêt. C'est un mouvement logique. Et quand je dis le premier arrêt, je pense aussi à ça. Hein. C'est-à-dire la ligne rouge, la ligne médiane de ce canal haussier. On déboîte littéralement et on continue à déboîter jusqu'à 4000. Ça n'empêche pas qu'on ira à 7000 derrière. À Armageddon, donc le Great Reset, on va sous les 2005 et peut-être 1005. Pour moi, je le vois beaucoup plus tard. En tout cas, ça c'est quelque chose sur lequel il faudra, je pense, surtout pas être exposé. Maintenant, si je me trompe, c'est-à-dire si je vois des choses arriver mais que je suis trop en retard, c'est trop tard pour... Enfin, c'est pas que c'est trop tard, mais je suis dans le déni, d'accord. Et c'est possible, hein. Théoriquement, on devrait continuer à vendre de manière extrêmement fracassante, et ce jusqu'à 4000 sans trop de soucis. Donc du coup, entre guillemets, je resterai dans le déni. En tout cas, pour ma part, re-rentrer sur S&P là actuellement, ça commence à être intéressant pour du trade court terme, d'accord. C'est-à-dire typiquement, celui qui voudra recharger S&P entre maintenant et 4000, pour prendre profit à x2 autour des 7000, je trouve que c'est pas bête, quoi, d'accord. Mais le gros rechargement, en ce qui me concerne, voilà, c'est plutôt entre 2006 et 1600. C'est là où, pour moi, même si vous avez de l'immobilier, des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à les vendre, finalement, pour essayer de rentrer. Le problème étant que c'est assez difficile de timer les choses, hein. Mais si vous aurez, voilà, en général, quand vous aurez besoin de cash, typiquement par exemple l'immobilier, il va falloir vendre s'il y en a une hein, sur la prochaine vague haussière. Gardez votre cash dans des circonstances très difficiles quand même à la banque, c'est toujours un peu la même idée, c'est-à-dire que le marché vous dit ne fais surtout pas ça, ne fais surtout pas ça, ne fais surtout pas ça. Typiquement, par exemple, garder des grosses sommes à la banque dans un domaine, dans un monde où le S&P fait moins 80%, typiquement un monde où une partie des banques font faillite, hein, en tout cas il y a un grand nettoyage qui se fait, n'est pas forcément une bonne idée. Donc c'est toute la difficulté d'arriver à timer, c'est-à-dire vendre quand l'immobilier est haut, ensuite attendre, mais attendre comment attendre, je veux dire, en étant quand même à l'abri. Donc voilà, et ensuite avoir la possibilité de re-rentrer fortement avec énormément de cash. Toujours difficile, c'est toujours une partie de la difficulté hein, qui se trouve là-dedans, hein, protéger votre argent quand c'est compliqué et surtout trouver aussi les circuits
Parce que parfois, euh, vous allez avoir des pures opportunités, mais vraiment des pures opportunités, et les portes ne s'ouvriront pas en termes d'institutionnalité. C'est-à-dire, typiquement, je veux acheter X centaines de milliers ou millions sur le S&P, donc l'action américaine, qui sera typiquement un moment où les marchés auront fermé, où tout ça sera un peu clôturé, etc. Voilà, c'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'il faut se préparer à malheureusement ne pas réussir les bonnes entrées aux bons endroits, etc. et à être bloqué par une répression financière par moment. C'est-à-dire que si, typiquement, je vous le mets dans le mille, si ça, ce mouvement-là, c'est la dette US, un problème de créancier, d'accord. C'est-à-dire, la dette US n'est pas solvable. Donc, la Banque du Monde n'est pas solvable, d'accord. Déjà, qu'est-ce qui se passe pour Bitcoin? Ça peut être un slot intéressant. Et deuxième chose aussi, donc ça peut être Armageddon, mais en même temps un slot intéressant aussi. Au début Armageddon et ensuite un slot intéressant, on est bien d'accord. Mais si la dette US ici n'est pas solvable, si ça se met en place réellement, à ce moment-là, il faut bien comprendre que la répression financière sera totale pour vous faire prendre de la dette US ou européenne. Hein. Là, vous comprenez ici que si les USA font faillite, le reste du monde fait faillite. Hein. Il n'y a pas de... Tout le monde entier est en faillite, hein, d'une manière générale. Donc la question ici, elle est aussi de voir les choses comme ça, c'est-à-dire la répression financière pour vous obliger à prendre de la dette va se formaliser jusqu'à ce que ça ne soit plus du tout intéressant. On le voit dernièrement sur les taux, où finalement le marché est en train de vendre des trillions et des trillions. Ça. Mais où finalement les taux à 10 ans sont à l'augmentation. Ce qui veut dire qu'ils ne trouvent pas, dernièrement, ils ne trouvent pas preneur. C'est-à-dire que c'est un signe ici de totale non-confiance dans l'économie américaine. Parce que si Trump avait par exemple dans l'idée de se dire je vais faire crasher les stocks pour que les taux diminuent, puisque crasher les stocks veut dire tout le monde passe en dollars et qui plus est en bons du trésor, du coup les taux diminuent. Vous comprenez que le prix des bons augmente, le TLT devrait augmenter dans ce contexte-là, et les taux devraient diminuer puisque on a moins besoin d'attirer des acheteurs. Hein. Ici, on est en train de payer de plus en plus cher de la dette, cette fameuse dette, là, parce qu'il y a une crise de confiance un petit peu. Donc, attention, dans ce que je vous dis, où moi j'y crois pas, mais voilà, il y a un moment donné, il faudra peut-être arrêter de s'entêter, mais je vous dis que moi j'y crois pas. Attention, il y a des sales signes, c'est-à-dire que ça, c'est un signe de perte de confiance dans l'économie américaine, donc typiquement Trump et compagnie, d'accord. Théoriquement, Trump devrait pouvoir refinancer sa dette de manière plutôt bonne actuellement, et ça va poser des problèmes à Powell aussi. Hein. Trump devrait pouvoir refinancer en ce moment sa dette de manière plutôt agréable et bien, plus ou moins ce qui s'était mis en place là ici, hein, depuis globalement l'investiture. Et à l'inverse, ça nous dit que les gens veulent pas de la dette américaine. D'accord ? Donc on est obligé de mieux la payer pour attirer du monde. Quand vous avez des taux qui sont comme ça et que personne ne veut de votre dette, qu'est-ce qui vous reste derrière ? La répression. D'accord ? C'est-à-dire obliger les institutions et les gens, hein, finalement, c'est ce que fait l'Europe. Hein. On est déjà sur cette idée aujourd'hui de les emprunts pour l'Ukraine, là, enfin pour la guerre, là, enfin excusez-moi, je parle depuis un moment, donc du coup, les emprunts de défense, c'est typiquement, on vous oblige ici à prendre de la dette. On vous dit pas quel va être le rendement, on vous dit juste, bref, soyez solidaires. Mais globalement, dans pas très longtemps, vous aurez une obligation de vous voulez investir sur une certaine banque d'un certain pays.
obligation d'avoir X% en dette UE, enfin française en l'occurrence, mais c'est un peu le même délire. Ça, c'est la répression qui arrive. Ça arrive, c'est sûr. Et là, vous voyez ici la crise de confiance sur une semaine. Personnellement, je pense que il va y avoir deux choses qui vont arriver. Maintenant, je peux me tromper réellement, mais voilà. Il va y avoir deux choses qui vont arriver très très prochainement. C'est Trump qui calme le jeu sur les taux, et tout le monde qui trouve un terrain d'entente. D'accord. Et Trump qui disait « Ah, vous voyez, j'ai gagné ». Et c'est ce qu'il dit un petit peu, il commence à dire j'ai 50 pays qui veulent négocier avec moi leur taux. Donc ça veut dire qu'il est prêt à les négocier. Si jamais il l'ouvre de ce côté-là, ça veut dire que... Voilà. Derrière, ça, il faut que ça baisse, sinon c'est compliqué. Dans un marché qui passe risk-off, de voir les taux monter, c'est pas normal. Et notre ami JJ Powell qui va être obligé de baisser les taux rapidement. D'accord. Donc voilà. Powell n'est pas censé s'occuper du marché qui crache. Par contre, un marché qui crache pose des problèmes de financement. Parce que Trump, il l'a déjà prouvé aussi à un moment donné, excusez-moi, mais en mars 2022, je crois que c'était ça, c'était mars 2022, il a couvert les épargnants de chez Silicon Valley Bank. Et... tiens, c'est là. D'accord. Là. Justement, c'est écrit, c'est bien. Il les a couverts. Et donc, du coup, forcément, le marché s'est dit, bon, ça va réimprimer, etc. Mais c'est important, voilà, de comprendre ça. C'est-à-dire que le mandat de j'ai dit Trump, excusez-moi, je crois que j'ai dit Trump. Le mandat de Powell, c'est plein emploi plus stabilité des prix à 2%. Mais Powell est aussi censé désormais éviter tous les risques systémiques sur le marché obligataire. C'est un peu le nouvel outil qu'on leur a donné en 2008. Grâce au QE, il est capable d'imprimer pour sauver les institutions, sauver les banques, d'accord. Et derrière, qu'est-ce que fait Powell à ce moment-là? Excusez-moi, Là. Qu'est-ce qu'il fait Powell à ce moment-là? Il rachète des obligations qui appartiennent aux banques et qui avaient perdu toute leur valeur. Donc ça fait baisser les taux. Nominalement, il vient sur le marché TLT. Alors on était en quoi? On était en mars 2023, j'ai dit 2022 tout à l'heure, je me suis trompé. Ici. Et ben finalement, ici le QE recommence un petit peu, d'accord. Et donc les banques, parce que le problème de SVB, c'est qu'ils avaient acheté des bons qui avaient un mauvais rendement, ils les avaient achetés trop cher, et ils les avaient achetés sur des périodes trop longues, à savoir du 10 ans. Derrière, ils avaient des bons qui n'étaient pas à maturité, mais malheureusement, il y a pas mal de leurs gars, de leurs clients, qui sont arrivés et qui ont dit « J'aimerais bien récupérer mon pognon, s'il te plaît ». Ça a commencé par 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et puis là, ils ont commencé à dire, les gars, c'est super, votre pognon, on l'a, par contre, il est bloqué pour 10 ans. Donc on va être obligé de vendre des bons d'occasion. Les TLT ici. On va être obligé de vendre des bons d'occasion. Et finalement, du coup, les bons ne seront pas au prix qu'on les avait payés parce que nous, on s'y attendait pas. Mais en fait, finalement, entre-temps, les taux à 10 ans, ils sont passés de ça à de ça. D'accord. Donc, tous les bons de merde qu'on a, malheureusement, sont bloqués pour 10 ans jusqu'à la maturité. Et si jamais on doit récupérer pas mal de cash aujourd'hui, eh ben on n'a pas votre cash en fait. Il est bloqué, d'accord, sur des périodes trop longues. Des problématiques qui ont été malheureusement importantes, mais qui derrière, eh ben, ça a obligé à Powell de dire, écoutez les gars, ce qu'on va faire, c'est que nous, vos bons de merde à des prix pourris, on va les racheter en imprimant. Et c'est typiquement ce qui va devoir être fait bientôt. Et c'est peut-être même, ce que le marché, d'une certaine manière, est en train d'anticiper aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire de dire, bon, il va y avoir un risque systémique qui va se mettre en place, donc autant lourder nos bons maintenant et pas toucher à la dette US parce que finalement, on va se retrouver avec des bons qui sont moins chers. Mais ça, c'est pas normal. C'est des choses c'est des trucs qui sont pas normales qui se mettent en place. Et du coup, c'est bien d'en parler aussi, parce que j'ai oublié d'en parler pendant la vidéo. On en reparlera peut-être plus de manière un petit peu plus tard.
Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. 1h34, c'est sans doute la vidéo la plus longue de la chaîne. Bon, on a fait un long moment sur S&P à la fin. Bravo à ceux qui... pas bravo, non, pas forcément, mais merci en tout cas à ceux qui apprécient d'écouter ces choses-là et de voir un petit peu voilà, quelles sont les réflexions. Voilà, plutôt de réfléchir, se poser la question, se poser des questions. Je pense que c'est ça qui est le plus important en ce moment. Et voilà, hein, d'une certaine manière, on a des taux 10 ans qui sont... c'est assez foireux, hein, l'histoire. Alors que théoriquement, bah, dans ce genre de contexte, le marché qui passe risk-off veut dire tout le monde veut du bon du trésor, et ce qui veut dire, eh bien, les taux diminuent et les TLT, bah, pour le coup, augmentent, hein, puisque les vieux taux ont plus de valeur. Là, c'est pas le cas, c'est pas ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question d'aujourd'hui sera... Tiens, est-ce que vous êtes audiophile? Audiophile étant plutôt quelqu'un qui achète des très bonnes hi-fi, ce genre de choses. Voilà, qui essaye d'avoir un bon son à la maison. Bon, voilà, sous-entendu du Bower Wilkins, du Focal. Dévialé, moi je me suis chopé un petit système pour le salon en dévialé. C'est bien et pas bien en même temps. C'est-à-dire que ça fait le taf qu'on lui demande, c'est-à-dire finalement être quand même assez musical à faible volume et ne pas tordre à haut volume, c'est-à-dire ne pas saturer. Un peu déçu par la puissance qui finalement... alors moi j'ai pris les 98, je pense que les 108 doivent être pas mal ouf, mais pour le coup les 90, 93, je sais plus quel est le chiffre des petites, doivent être vraiment pas très puissantes. Bon maintenant c'est quand même puissant, mais je suis un peu déçu par la puissance, je pensais que 98 dB c'était plus impressionnant que ça. Et ça fait, après c'est très musical, c'est très aérien, c'est vrai que pour l'encombrement, et c'est un bel objet aussi, hein. Mais pour l'encombrement, ça a quand même un rendement qui est assez ouf. Alors, est-ce que ça vaut les 3500 balles pour la paire, hein, finalement, que c'est demandé? Voilà, j'ai un petit doute là-dessus, quoi. Du coup, je me demande si je les renvoie, ou... Par contre, c'est un bel objet, pour le coup, c'est ça qui pourrait me faire que je les garde, c'est-à-dire que je les ai reçus aujourd'hui, hein, je les ai écoutés aujourd'hui. C'est ça qui pourrait faire que je les garde, c'est que vraiment c'est beaucoup plus joli qu'une paire d'enceintes. Alors maintenant, ils font des très très beaux objets dans ces gammes de prix-là, hein, finalement, parce que c'est à peu près le tarot que je voulais mettre dedans. Avec les pieds, vous rajoutez, ouais, ça fait quasiment 4000 balles, un peu moins. Voilà, à la fois plutôt enthousiasmé par l'objet et d'une manière générale font le taf qu'on leur demande, mais un petit peu déçu quand même par ouais, le niveau sonore global. Je trouve qu'ils auraient même pu monter un peu plus haut, quasiment peut-être 3 dB de plus, 2 fois plus fort, mais pour le coup aller jusqu'au fait qu'il y ait la distorsion. Alors je sais pas s'il y a un bridage, il y a peut-être un bridage électronique, je sais pas. Mais voilà, j'aurais bien aimé que ça soit plus fort. Et puis... pour le prix, vous avez un truc qui est très bassu. Et moi, j'ai toujours plutôt été un fan justement des Bower et Wilkins, etc., qui vont être des enceintes très musicales, vraiment, comment dire, aériennes, mais pas trop flatteurs dans le bas, en fait, finalement, que pour le coup, je vais trouver plus... parfois vulgaire qu'autre chose. Là, le bas est très joli quand même, hein. Et ce que je dirais vulgaire, c'est que par contre, les Devialet, elles ont un bas médium qui est exceptionnel. Alors que en général, les vulgaires favorisent du gros bas pour un bas médium qui est médiocre. Là, il y a du gros bas, il y a du bas médium, il y a toutes les fréquences en fait, tout est bien, vraiment très bien réparti et musical. Mais je dirais un peu trop de rondeur dans le bas, bon, ce que vous pouvez avec une EQ finalement régler assez facilement. Peut-être un petit peu trop flatteur dans le bas.
Ce qui restitue pas en fait la volonté initiale hein, du disque, mais ce qui va plutôt flatter l'enceinte plutôt que autre chose. Par contre, la musicalité est là et le côté très spatial aussi est là dans l'enceinte. Voilà, je pense que vous allez être trois à regarder cette vidéo qui fait 1h40, mais c'est pas grave, finalement, on a passé un bon moment ensemble. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain, ciao ciao.